Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui nous allons plonger dans la saison 3 de Sweet Tooth, qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Après une première saison vraiment sympa et une seconde un peu en dessous, il est donc temps pour la conclusion très attendue de la série. Cette série, dont j'avais vraiment aimé la première saison, nous présentait une belle histoire, très touchante, à mi-chemin entre le fantastique et le post-apo. Un conte merveilleux avec énormément de poésie et un regard parfois très dur sur notre monde et notre espèce. Et dans cette nouvelle saison, toujours avec sa vision très respectueuse de l'environnement, et comme je le disais dans ma vidéo précédente sur la série, Sweet Tooth annonce clairement que le temps des hommes est révolu sur cette terre, et que c'est au tour d'une espèce plus en harmonie avec son écosystème. Avant tout, il est important de rappeler que la série est basée sur les comics de Jeff Lemire, et qu'elle continue aussi d'explorer les thèmes de la survie, de l'humanité et de l'innocence à travers les yeux de Gus, un hybride mi-enfant, mi-cerf, tout en développant les arcs narratifs de personnages secondaires avec une profondeur accrue. Cette saison 3, qui vient juste de sortir, semble intensifier les enjeux et les émotions. Elle plonge plus profondément dans l'univers post-apocalyptique et fantastique tout en dévoilant de nouvelles dynamiques et en résolvant des mystères persistants. Dans cette vidéo, je reviendrai donc sur les événements clés, les thèmes et les personnages, et bien sûr, restez jusqu'au bout pour quelques explications sur la fin de la série. Avant de commencer, un petit avertissement aussi, cette vidéo contiendra évidemment des spoilers, alors assurez-vous d'être à jour dans la série. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle saison en commentaire, ce final était-il à la hauteur, et n'hésitez pas à aller jeter un œil à ma vidéo sur la saison précédente. Elle date un peu, mais sait-on jamais, elle pourrait vous intéresser. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, et c'est parti. There was a boy. Sweet Tooth a été une véritable sensation à ses débuts en 2021. Les deux premières saisons ont reçu des critiques plutôt élogieuses, avec un score impressionnant de 97% sur Rotten Tomatoes pour la première saison, et la seconde a également été bien accueillie, bien que légèrement moins acclamée. La première saison a même été qualifiée de conte de fées post-apocalyptique magnifiquement réalisé par le journal The Guardian, tandis que d'autres ont également salué la profondeur émotionnelle et la complexité des personnages dans la deuxième saison. Les fans ont évidemment adoré l'adaptation finale au comic book de Jeff Lemire et ont été particulièrement touchés par les performances des acteurs, en particulier celle du jeune Christian Convery dans le rôle de Gus. La série a su mélanger les genres de manière unique, combinant des éléments de contes de fées, de dystopie et de drame familial. De plus, au-delà des critiques positives, Sweet Tooth a eu un impact culturel significatif. Elle a notamment ravivé l'intérêt pour le comic book original et a mis en lumière des thèmes importants comme la protection de l'environnement et la résilience face à l'adversité. La série s'est également régulièrement placée dans le top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix, témoignant de son large succès auprès du public grâce à ses thèmes universels et son propos destiné à tous. Dans cette nouvelle saison, la série continue à développer ses personnages et à exploiter des thèmes profonds. Et au pire, on pouvait au minimum se réjouir de retrouver Gus et ses amis pour de nouvelles aventures palpitantes. La saison 3 reprend juste après le départ de Gus, du Grand Balèze, de Wendy et Becky de la réserve de Yellowstone où ils ont laissé leurs amis hybrides en sécurité. Les derniers hommes et leur chef aussi taré que charismatique sont morts. Mais Madame Zhang, la mafieuse chef de guerre révélée dans la saison 2, devient le nouvel antagoniste. Sa fille aînée s'est même lancée aux trousses de Gus et ses amis. De plus, le Dr Singh, que l'on avait vu sur les traces du groupe à la fin de la saison 2, est toujours à leur suite. Il va même finir par se joindre à eux durant leur long périple vers l'Alaska. Un périple qui s'avère toutefois moins long qu'attendu grâce aux nombreuses rencontres, amicales ou non, qu'ils feront sur leur route. Le fléau, dans sa version ultra contagieuse du variant de l'apocalypse, sévit toujours plus fort chez les hommes, et les menace d'extinction à très court terme. Toutefois, Gus garde la foi, et fait de chaque rencontre un moment fort en émotion. Malgré ses petites jambes et sa naïveté rafraîchissante, son grand cœur est assez fort pour soutenir le moral de toute la bande dans le droit chemin. Et, au bout de la route, dans le froid de l'Alaska, c'est le jeune Gus qui va devoir prendre une décision capitale pour la survie des deux espèces. Cette nouvelle saison nous introduit donc plusieurs nouveaux personnages, la plupart au développement plutôt captivant, comme Rosie Zhang, une mère déchirée entre son amour pour ses enfants et sa loyauté envers sa mère, ou Sina, une amie de la maman de Gus et sa fille Nuka en Alaska. Grâce à ces nouveaux personnages, mais également aux anciens comme Jepper de Le Grand Balèze ou Wendy et sa grande sœur, les thèmes de la quête d'identité, de l'amour, de la famille et de la survie sont amenés à un tout autre niveau dans cette dernière saison, menant à un final plutôt à la hauteur de la série. Et concernant les thèmes de cette saison, c'était à la fois étrange et sympa de constater que le genre avait encore changé. Alors que la saison 1 était vraiment construite comme un conte merveilleux, et que la seconde, plus terre à terre, était devenue plutôt un récit post-apo de SF, ici, avec la saison 3, on retombe en plein dans le fantastique. Fini les remèdes scientifiques ou les autopsies gore d'enfants, ni même de dilemme éthique pour le Dr Singh. On est plus sur un récit philosophique avec une recherche de justice morale, intégrant une force transcendante qui serait à la source de tout, les hybrides comme le fléau. La saison commence d'ailleurs avec ce nouveau mystère, la grotte en Alaska qui contiendrait toutes les réponses.
La même grotte que Gus avait vue dans son rêve à la fin de la saison 2, et qui devient alors l'enjeu de toute la saison. J'ai bien aimé comment cet élément anodin auparavant devient si important et mystique pour le final. Mais avant de parler en détail du final, je voudrais revenir sur plusieurs thématiques tout aussi intéressantes dans le reste de la saison, et qui auront également beaucoup d'importance pour le final. A commencer par le pacte de Gus et Wendy, quand ils se promettent de créer une société plus juste, plus égalitaire et bienveillante pour tous leurs semblables. Ce qui déjà est un bel objectif, et quand ils parlent des histoires qu'ils pourront raconter, évidemment il y a un petit indice sur la fin, mais surtout ça signifie un monde où les rêves seront autorisés et donc possibles. Car c'est en racontant et écoutant des histoires qu'on se met à rêver d'une vie meilleure, d'un meilleur futur. Chose que justement Gus partagera avec son peuple. Mais bien sûr, avant tout ça, il leur faudra se dépatouiller de la haine et du rejet des humains ignorants. Un concept là aussi très efficacement incarné, et principalement par deux personnages. Tout d'abord celui du gars de la campagne, dont la femme va accoucher, et qui a beau dire que les humains sont méchants avec ceux qui sont différents, alors que pourtant, il fait pareil. Il veut mutiler ses enfants pour qu'ils soient normaux. Heureusement, il revient sur ses convictions par amour, il était temps. Mais un changement qui aura été de courte durée à cause de la famille Zhang. Et justement en parlant d'eux, Madame Zhang, la chef de famille complètement intégriste sur le sujet de la condition humaine, qui poursuit Gus pour le transformer en remède. A noter d'ailleurs qu'elle veut faire de Gus un remède pour sa fille enceinte, alors qu'elle n'a même pas un scientifique dans son entourage. Un peu stupide. Toutefois dans sa communauté, ils ne tuent pas les hybrides. Ils ne sont pas des monstres, mais par contre, ils les exploitent comme du bétail. Super. Y compris ses petits-enfants, 4 petits loups qu'elle utilise comme des limiers, des chiens de chasse. Ainsi, les hybrides carnivores et enragés qu'on a vus en cage à la fin de la saison 2 sont finalement les 4 enfants loups qui, comme prévu, vont chasser Gus et sa bande à travers les États-Unis. L'épisode 3 d'ailleurs sur la fille de Zhang, Rosie, est plutôt sympa lui aussi. Déjà, on retrouve un récit comme au début de la série, avec le narrateur qui raconte l'histoire d'un personnage tout au long d'un épisode. Et cette pauvre Rosie, abandonnée et rejetée par sa famille à cause de l'apparence de ses enfants, est avec le temps elle-même devenue comme sa mère, à utiliser ses fils comme des animaux pour la chasse, pour traquer Gus et faire plaisir à sa mère toxique. Ses enfants ont malheureusement grandi en cage devenant des tueurs, ce qui est horrible, même si au moment du bateau, enfin, son échec la pousse à abandonner sa mission folle. Mais elle finit quand même ramenée dans le sillage de sa mère. On est donc là, et tout au long de son arc narratif jusqu'au final, sur un conflit entre liberté et sécurité. Un éternel débat philosophique. Mais là, c'est carrément une question de survie. Donc heureusement qu'elle reprend ses esprits au tout dernier moment. Et autre petit message sympa et même plutôt drôle dans cette saison, c'est justement cette opposition entre les enfants loups et le personnage de Wendy, le petit cochon. Car oui, en effet, ils sont plus souvent confrontés à Wendy et Becky qu'à Gus. Et donc ce petit affrontement final dans lequel Wendy réussit à dominer la famille Zhang avec une bombe, montre qu'on est donc sur le petit cochon qui bat les 3 méchants loups. De plus, un thème qui était très présent précédemment dans la série, mais qui à présent a presque disparu dans la saison 3, c'est que malgré la virulence du variant de l'apocalypse et de la fin annoncée de l'humanité, on est étonnamment très loin de la haine systémique constatée dans les saisons précédentes envers les hybrides. Une chose certes rafraîchissante, on change un peu de perspective, et les enjeux se déplacent, on n'est plus sur une haine pure ni même sur une crainte aveugle, mais sur une volonté de survivre à tout prix. À l'exception bien sûr de la vieille Zhang qui n'arrive pas à envisager le futur et reste emprisonnée dans le passé. Un état d'esprit qui pourrait donc être transposé dans tant de domaines aujourd'hui. Et sinon, outre les thématiques toujours très fortes dans cette série et cette saison, ce sont tout simplement les évolutions des personnages qui sont au cœur du récit. L'un de ceux que j'ai trouvé les plus intéressants, et probablement car c'est en partie autour d'eux que repose le dénouement de l'intrigue, c'est celui de Birdie et ses amis. Car contrairement à ce qu'on aurait pu croire avec le bref aperçu de la saison 2, Birdie n'est pas seule dans le nord et le froid. Elle vit près d'une communauté de gens plutôt sympas. Certes, il y a toujours le relou de service, mais des gens plutôt bien, qui se protègent de l'infection dans leur refuge, mais surtout qui acceptent les hybrides. Ou en tout cas, une hybride. Nuka, la fille d'une des leurs, Sina, qui est comme je l'ai déjà évoqué, une amie de Birdie. Et j'ai bien aimé ces nouveaux personnages, elles sont plutôt bien caractérisées assez vite, notamment le côté responsable et la force de caractère de Sina, de même que l'espièglerie de Nuka, la petite renarde des neiges, dont les talents de voleuse finissent même par sauver la situation lors de l'affrontement final. Et du coup, tant qu'on est dans le nord, Birdie, mais surtout Gus, qui finiront par se retrouver, était un beau moment de la série. Un moment très attendu, tant pour les émotions que cela ferait naître chez le spectateur, que pour la résolution à bon nombre de mystères. Et même si l'émotion n'était pas non plus à son paroxysme, c'était quand même un beau moment, qui coïncidait en plus avec la rencontre entre Gus et le véritable premier hybride. Un homme caribou né en 1911, soit il y a plus d'un siècle. Et alors que ce triste personnage en est venu à détester l'humanité pour ce qu'elle lui a fait subir, rejet, crainte, etc., on est toujours sur les mêmes sentiments hyper positifs, malgré tout, il s'est accroché à la vie, a sauvé Birdie, puis Gus, pour enfin pouvoir transmettre son histoire. On retrouve là encore la notion de transmission et de destin, qui sont prépondérantes dans la série. Et donc un hybride centenaire à qui Gus doit faire la morale avec toute la naïveté et la sincérité d'un enfant de 10 ans, qui pour couronner le tout est un caribou.
un cousin du Nord du cerf qu'est Gus, créant encore plus de résonance chez le jeune garçon, au travers de la souffrance engendrée par la coupe de ses bois. Et donc oui, Sweet Tooth est bel et bien un récit sur le destin, un destin inéluctable. Mais notre petit héros fera tout pour combattre ce destin. Et en cela, c'est presque un véritable héros de shonen. Car malgré le fait que son super pouvoir de contrôler ou communiquer avec les autres animaux n'est plus tout à fait exploité dans cette saison, on redécouvre son véritable super pouvoir, celui de se faire des amis partout, sa bonté et sa générosité. Un chemin qui atteint évidemment son apogée dans le final de la série. Et qui dit destin dit donc qu'il n'y a pas de hasard. Et donc la boucle est bouclée avec Jeopard et le Dr Singh qui se retrouvent à la fin, alors qu'ils s'étaient croisés au commencement. C'est sympa, surtout avec le parcours personnel du docteur qui est passé d'un soignant plein de compassion à un monstre prêt à tout pour sauver sa femme, puis enfin qui se repent à la toute fin. Et pour finir, l'arc de Becky qui voulait protéger les hybrides à tout prix avec son groupe de jeunes, mais qui doit en poignarder un pour sauver sa vie et celle de sa petite sœur. Là aussi, ça apporte un peu de profondeur à un personnage qui manquait un peu de substance précédemment. En bref, des personnages, anciens comme nouveaux, qui ont fait de cette saison une conclusion plutôt satisfaisante à la série. Toutefois, il faut quand même aussi parler de la technique de cette saison, car son histoire ne fait pas tout. Pour commencer, le rythme était plutôt bon. Tout avance bien, c'est plutôt rapide, sans aller trop vite. Jusqu'à l'épisode 6, où les choses ralentissent un peu pour poser des intrigues avec plus de soin, notamment au travers de divers flashbacks des personnages. Et le final qui dure sur 2 épisodes, entre la bataille pour la station, la découverte de la grotte, son exploration et l'affrontement final, ça faisait un peu long en comparaison du déroulé des événements du reste de la saison. Mais ça marche plutôt bien et ça aurait été dommage de rusher la fin, donc plutôt satisfait là aussi. La musique, quant à elle, n'est pas vraiment ouf, mais pas mauvaise non plus. C'est souvent du service minimum, même s'il y a quelques très jolis moments. Ils nous ont même ressorti du Enya, donc moi je suis content. Et pour ce qui est de la production design, j'avoue avoir été un peu déçu. Certes, les décors sont magnifiques, mais après une saison 2 avec une multitude de jeunes hybrides, tous différents les uns des autres, là on en a vu que 4 ou 5 différents avant la conclusion. Et en plus, ils ne sont pas aussi réussis que l'étaient tous les habitants du zoo dans la saison 2. Le gamin chauve-souris par exemple, avec juste des ailes en plastique, ou pire, les looks qui n'étaient pas vraiment géniaux à mon goût. Ça faisait un peu trop déguisement de Fury à la Japan Expo. De même que pour certains effets spéciaux qui n'étaient pas parfaits. J'ai l'impression que le budget FX, maquillage, costume, etc. n'était plus aussi élevé que pour les saisons précédentes. Ce qui est dommage pour un final. Même si à l'inverse, certains des décors, comme je disais, étaient somptueux. Par exemple, l'arbre dans la grotte, semblable à des bois de serre, était pour le coup magnifique. Avec aussi une très jolie lumière. Bien qu'il fasse nuit, mais bon. Par contre, niveau écriture, il y a quand même quelques petits passages qui sont un peu faciles, je dirais. Et des twists qui n'en étaient pas vraiment. Comme le coup de la trahison du beau gosse contre Becky, qui était tellement évidente que ce n'était pas du tout une surprise. Et j'ai aussi tiqué sur une erreur de lumière, qui en vrai n'était peut-être pas grand chose, mais perso, ça m'a gêné. Quand la troupe arrive en Alaska, ça fait au moins 10 fois qu'on nous dit que c'est le dernier jour avant la longue nuit hivernale. Mais sur la plage, il fait un grand soleil, l'astre est haut dans le ciel et la lumière chaude. Alors qu'il me semble qu'à ce moment de l'année, le soleil ne devrait sortir de l'horizon que pour quelques petites heures ou même minutes, et donc rester très bas. Mais bon, peut-être qu'il n'y a que moi que ça a fait bugger à ce moment. Mais dites-moi en commentaire si ça vous a fait pareil, je me sentirai moins seul. Donc, il est maintenant temps de passer à l'explication de la fin, même si je n'aime pas trop cette formule qui ne veut plus rien dire sur YouTube parfois. Pour commencer, revenons un tout petit peu en arrière avec l'histoire du sacrifice du cerf qui a tout provoqué. Ce qui explique enfin pourquoi Gus est un cerf, le véritable roi des animaux, et d'où lui venait son pouvoir de communiquer avec toutes les espèces. Mais en apprenant ça, avant le final, je m'attendais à ce que cette fois, contrairement à ce que pense le Dr Singh, le sacrifice nécessaire soit celui d'un humain, et que du coup la mort de Birdie, ou le coup de couteau reçu par Jeopard, allait suffire. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être été un peu trop facile, et sans réels enjeux scénaristiques. A l'inverse, le final était plutôt puissant. J'ai beaucoup aimé le parallèle entre le sang de la terre, la sève de cet arbre-cœur, qui bat comme le cœur de la planète, qui résonne avec le sirop d'érable que Gus avait appris à extraire des arbres de Yellowstone. Sauf que lui avait appris à faire ça bien pour ne pas blesser l'arbre, là où le vieux capitaine du bateau avait carrément mutilé l'arbre en y laissant sa hache. Et qu'est-ce que c'était bon de voir la connasse de Madame Zhang s'en emparer pour condamner l'humanité entière. Le karma. Mais heureusement, Gus, dans sa grande bonté et malgré son monologue condamnant les hommes, fait ce qu'il faut pour arrêter le fléau et sauver ce qu'il reste de l'humanité. Cet arbre, plus qu'une source de maladie, fait donc office de champ morphique, une expression empruntée à l'univers de Doctor Who et plus précisément à Torchwood. Un champ morphique donc qui peut influencer toutes les formes de vie de la planète en un instant, comme un interrupteur de sécurité pour Mère Nature. Quand Zhang enlève la hache, c'est tous les humains qui sont aux portes de la mort à cause du fléau, pas seulement ceux présents dans la grotte. Et pareil, quand Gus réussit à arrêter ça, ils sont tous sauvés en même temps. On n'est donc vraiment plus sur un simple virus qui se propage tel une maladie.
Dans le final, j'ai aussi trouvé très cool l'espèce de double récit des épisodes finaux. Entre d'un côté les hommes et les hybrides qui s'unissent contre la machine, la bête, pour l'empêcher de finir de détruire le monde. Et de l'autre, Gus au milieu des humains qui doit faire preuve de plus d'humanité que tous réunis. Encore une fois, une jolie poésie pour la conclusion de la série. Et c'était presque triste de voir que la seule solution pour Gus de sauver son ami grand balèze était de brûler l'arbre, rompant ainsi le cycle voulu par la planète. Mais il parle de laisser faire la nature, ce qui est presque paradoxal car c'était la nature qui avait créé les hybrides et le fléau pour se défendre. Mais Gus est un enfant, il n'allait donc pas parler de libre arbitre ou quoi. Et pourtant c'est de ça qu'il s'agit. Gus a brisé la roue, en quelque sorte, il a enlevé à la planète sa capacité à influencer les vivants, rendant donc leur libre arbitre à tous les êtres vivants. Ainsi, les hybrides continueront de naître et les hommes sont bel et bien condamnés à disparaître, mais de manière douce en vieillissant et mourant naturellement. C'est ce qui était plus ou moins symbolisé par le passage de flambeau entre Pumbaa et Jepperd dans la vision de Gus. Certes, la lecture littérale est bien un simple transfert d'autorité parentale et de responsabilité, mais aussi de philosophie. Alors que Pumbaa avait condamné les humains pour leur comportement 10 ans auparavant, Jepperd lui est bien plus un symbole de liberté et de pardon, de laisser faire et donc de libre arbitre. Et cet arbre en feu, magnifique là encore, je le redis, devient un symbole de la libération du destin de ces deux espèces qui vont devoir vraiment cohabiter pour le temps qu'il reste à l'humanité. Et pour terminer, Gus est bel et bien le narrateur qui nous racontait son histoire depuis le début. C'est plutôt bien là aussi, ça conclut à merveille le récit. Même si, là encore, ce n'était pas vraiment une surprise, car j'étais certain qu'on le verrait plus vieux avec Wendy et leur famille. Ce qui donc est chose faite, mais par contre, contrairement à ce que la série a voulu nous faire croire avec sa mise en scène et les divers changements de temporalité, c'est que Jepperd est bien mort en Alaska, malheureusement. La meilleure preuve est tout d'abord le titre de l'épisode, Ceci est une histoire, qui fait référence à son histoire que Gus raconte, mais aussi à celle qu'il raconte, encore enfant, au grand balèze qui est mourant. Dans le véritable récit, on le voit rentrer, lui, Wendy et Becky à Yellowstone. Mais Jepperd est absent. Mais quand son ami lui demande s'il aura le droit d'être une partie de l'histoire, Gus lui raconte une histoire à la fin heureuse, où tous les deux dégustent un bon verre de sirop d'érable dans leur nouvelle maison. On a donc jusqu'au bout une conclusion qui tient du conte merveilleux, plutôt que du récit concret et terre à terre. Et le spectateur a même le droit de croire en la fin qu'il préfère. Et ça, c'est beau.